Les vastes mouvements de population découlant des hostilités qui depuis 37 ans bientôt ont perturbé le fonctionnement normal de cette région administrative, ces difficultés ont fait que beaucoup de personnes ne sont pas détentrices d'une pièce d'état civil en bonne et due forme. Nous ne pouvons pas tout simplement nous en tenir aux audiences foraines et autres procédures administratives prenant énormément de temps. Il faut, et nous en faisons le plaidoyer, puisque tel est le souffle des populations porté dans le creux de nos oreilles, c'est de faire en sorte que des mesures exceptionnelles soient prises pour une régularisation à grande envergure de ces questions d'état civil. Régularisation qui participe fondamentalement à la pérennisation de ce processus de paix qui semble s'installer dans la région de Ziguinchor. La médiature n'a pas de moyens. Je l'ai évoqué à mon escale de Kédougou au détour d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. La médiature portion centrale à Dakar n'en a pas. Je ne pense pas que nous puissions en donner au-delà de nos capacités propres aux correspondants régionaux. Ils ont le bonheur d'être logés pour la plupart, pas tous, dans l'enceinte de la gouvernance. Un bureau leur est attribué. Nous essayons, bon an mal an, d'indemniser leurs efforts. Nous recherchons des moyens additionnels à travers la coopération décentralisée. Lorsque ces moyens seront réunis, ils ne seront mis à la disposition de nul autre qu'à eux-mêmes. C'était le moment pour nous de rendre la monnaie à Oussouye. Parce qu'on s'est dit, et que de toute obédience pour tous les partis, que tout le monde doit être là pour le travail, pour que Oussouye se développe. Je le fais, je suis d'aucun parti. Nous avons créé ce mouvement et on croit fermement qu'avec tous les Oussouyois et les Oussouyoises, nous pouvons sortir aussi de cette situation-là. Au moment où nous parlons, il y a un problème d'éclairage public dans la ville. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'eau potable, il y a certains quartiers où il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas de route carrément. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de route à Oussouye. Aujourd'hui, le tourisme, il est mort à Oussouye. Donc, je pense qu'effectivement, il y a tellement de mots et qu'on ne pourrait pas tous les laisser aujourd'hui au moment où nous sommes. C'est un échec de politique publique. Et nous sommes rendus compte, effectivement, comme je l'ai toujours dit, c'est les mêmes partis qui sont là. Ils sont là, aujourd'hui ils sont à droite, demain ils sont à gauche. Et que nous, citoyens, on s'est dit, il faudrait quand même il faut être debout. Et c'est d'où vient ce mot Djito, parce qu'on s'est dit qu'il faut que tout le monde soit debout, pour quand même que tout le monde participe à ce développement-là, parce que sans la participation des citoyens, sans la participation de la société civile, je pense qu'Oussouye demeurera toujours ce qu'il est, et il est temps que nous nous mettons au travail pour que Oussouye soit quand même à l'égard des autres départements. Je reste très lié à ce terroir-là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai peut-être été bercé au son de la kora et du balafon, mais les sonorités de Kadinol, je les porte dans mes gènes. Ça veut tout dire. Alors, qu'on me choisisse comme parrain pour justement venir participer à la clôture de la semaine nationale de l'éducation de base, c'est une sorte de reconnaissance à mon appartenance forte à cette communauté-là. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Écoutez, je peux vous dire une chose, le chef de l'État sera informé. Je vais personnellement lui en parler, lui dire. Je suis allé assister à la cérémonie, à la clôture de la semaine nationale de l'éducation de base et j'ai été interpellé. Ce village n'a pas d'électricité, les poteaux sont là, mais attendez, il sera informé et je suis sûr que quelque chose sera fait pour que ce village, qui est un beau village, mon village d'origine, soit électrifié. À Oussouye, bon, c'est des Sénégalais comme tout le monde. Nous avons nos langues locales ici, Diola, Mandingue, Ndiago, etc. Généralement, les enseignements sont dispensés en français. Naturellement, les problèmes qui se posent aux autres enfants sénégalais se posent aux enfants. Non, ces problèmes, c'est des problèmes d'abord de compréhension. Vous savez, la langue, c'est d'abord un facteur de communication. Quand je parle et que celui à qui je parle ne comprend pas ce que je dis, mais il va de soi que le message n'est pas perçu. Si le message n'est pas bien perçu, il va de soi que le contenu de ces messages également, véhiculé à travers cette langue, le message lui-même, il va de soi que le message ne sera pas compris par les élèves. Mais la conséquence, c'est la baisse du niveau que nous constatons et déplorons aujourd'hui. La conséquence, c'est les contre-performances que nous constatons malheureusement et que nous déplorons. La conséquence, c'est les résultats aux examens.
disons de manière globale, la contre-performance, les abandons scolaires. Il y a beaucoup de conséquences néfastes quant à l'utilisation peut-être du français comme médium. Naturellement, il y a des gens qui réussissent, parce que nous tous, nous avons connu ce système. Mais ceux qui réussissent, comparés à ceux qui sont restés derrière, on peut les considérer comme des rescapés. Imaginez dans vos classes de CI, combien arrivent en terminale? Nous tous, nous avons été à l'école. Combien étions-nous au CI dans cette cohorte de CI? Combien sont arrivés en terminale? Combien sont arrivés à l'université? Ça veut dire donc qu'il y a vraiment une déperdition. Et en partie, je ne dis pas que tout est lié à l'utilisation du français, mais en partie, c'est lié à l'utilisation de la langue étrangère. Donald Trump continue sa visite au Moyen-Orient. Mardi matin, il s'est rendu en Cisjordanie à Bethléem. Il y a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Un entretien rapide mais symbolique, axé sur la recherche d'un accord de paix avec le voisin israélien. Je suis déterminé à essayer de trouver un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. J'essaie de faire tout mon possible pour qu'ils atteignent ce but. Le président Abbas m'a assuré qu'il était prêt à travailler en ce sens, de bonne foi. Et le Premier ministre Netanyahou m'a promis la même chose. Mahmoud Abbas a lui insisté sur la nécessité de trouver une solution à deux États. Un processus qui a toujours eu les faveurs de Washington, mais avec lequel Donald Trump semble prendre ses distances. Quelques heures plus tôt, en compagnie de Benjamin Netanyahou, le président américain s'était dit confiant en sa capacité à trouver un accord de paix. Une explosion à caractère terroriste a de nouveau endeuillé le Royaume-Uni lundi en fin de soirée. L'explosion s'est produite à proximité d'une immense salle de concert de Manchester, au centre-ouest du pays. Au moins 19 personnes ont été tuées par la déflagration. Une cinquantaine de victimes ont également été blessées. L'explosion s'est produite juste à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, qui fait partie des rescapés. L'engin explosif aurait été mis à feu dans un foyer attenant à la salle de concert et à proximité d'une gare ferroviaire qui a été immédiatement fermée. Nous faisons face à un incident terroriste, explique cet officier. Nous travaillons de concert avec le réseau national de la police antiterroriste ainsi qu'avec nos partenaires des agences de renseignement. C'est clairement un moment très préoccupant pour nous et nous faisons tout ce que nous pouvons avec les agences locales et nationales pour soutenir tous ceux qui ont été touchés. Theresa May, la première ministre britannique, a évoqué de son côté une attaque terroriste effroyable et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. La plupart des blessés ont été rapidement pris en charge par les hôpitaux de la région. Forces de l'ordre et les secours déployés en nombre, ces images renvoient à celles de 2005. Cette année-là, Londres découvre le terrorisme islamiste. Le 7 juillet, 4 kamikazes se font sauter dans les transports en commun. Un groupe se réclamant d'Al-Qaïda revendique ces attaques coordonnées. 2 semaines plus tard, Londres évite un nouveau drame sur son réseau de transport. Des bombes artisanales n'explosent pas en raison d'un heureux défaut de fabrication. Il y a 4 ans, 2 Londoniens d'origine nigériane assassinent un jeune militaire en pleine rue, disant vouloir venger les musulmans. Les images de l'un des meurtriers, couteau de boucher à la main, font le tour du monde. Il y a 2 mois, un citoyen britannique converti percute mortellement la foule sur le pont de Westminster avant de tuer un policier. Le groupe État islamique revendique l'attaque. Les enquêteurs britanniques ne confirment pas. Il y a quelques semaines, Scotland Yard assurait avoir déjoué 13 attentats en 4 ans. C'était avant l'explosion qui a visé la jeunesse du Royaume-Uni à Manchester.